Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo dans un nouvel environnement. J'espère que ça va aller en termes de son, que ça va pas trop résonner, que ça va pas être trop bruyant. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Pour ma part, je suis jurée depuis la première année. C'est un prix qui est un événement marquant dans mon année et quelque chose que je ne veux absolument pas rater. Donc voilà, sans grande surprise, je me suis réinscrite cette année. Cette année, pour la première fois, il y a deux catégories, une catégorie adulte et une catégorie jeunesse young adulte. J'ai un peu hésité et puis finalement, je me suis inscrite pour les deux catégories. Il y a quelques semaines, c'était le vote pour choisir du coup nos 5 finalistes parmi les 25. Et du coup choisir donc les 5 finalistes adultes et les 5 finalistes jeunesse et young adulte. Et ça y est, la semaine dernière, les finalistes officiels ont été dévoilés. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi du coup de vous parler un petit peu de ces sélections, des choix que moi j'avais faits. Et vous allez voir que cette année, clairement, j'avais pas très bon dans mes pronostics. Je pense que j'ai jamais fait une seule édition du PLIB avec aussi peu de livres en commun. Je vais commencer par la catégorie adulte. Dans la catégorie adulte, il y avait beaucoup de livres qui m'intéressaient, mais j'en avais lu finalement très peu. J'en avais lu en fait un seul, Le Chant des Géants de David Brie, parce que David Brie est un auteur que j'aime beaucoup. On est ici sur un roman de fantasy qui parle beaucoup d'une rivalité entre deux frères. C'est vraiment ça le noyau de l'histoire. C'est un récit qui m'a plutôt bien plu, mais j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu trop classique dans son histoire, et je dois dire que j'ai été un petit peu perturbée parce que sur toute la couverture et l'intérieur du livre, il y a beaucoup de runes nordiques qui sont tracées, et puis finalement je pense qu'il n'est jamais fait mention de runes dans le récit. Et par ailleurs, on n'est pas spécialement non plus sur quelque chose de très nordique. Il y a juste un moment, on nous parle de choses qui viennent, je crois, du nord, mais voilà, ça s'arrête là. Et je trouve pas spécialement très typé, donc je trouve ça un petit peu dommage par rapport au travail éditorial qui est fait autour. Et donc, parmi les 25 titres, il y en avait quand même pas mal qui me faisaient envie. Je vais donc vous parler de ceux que j'ai lus. J'ai lu L'Héritage de l'Esprit Roi par Claire Crust chez Actu SF. Du coup, il s'agissait du second roman de Claire Crust que je lisais, puisque j'avais déjà lu son premier titre qui était sorti chez Actu SF. Il y a de ça quelques années maintenant, ça remonte un petit peu. Dans L'Héritage de l'Esprit Roi, on est sur un récit d'inspiration japonaise, comme le laisse présager la couverture, dans lequel on va parler notamment d'une malédiction, puisqu'on a un homme qui est une sorte de guérisseur, protecteur, c'est un petit peu compliqué à expliquer, j'ai plus le terme japonais en tête, et il est du coup au service de la famille impériale, et il y a en fait la promise du prince qui a été attaquée, et elle a été attaquée par une malédiction, et du coup notre protecteur, guérisseur du palais est chargé de retrouver qui a fait cette malédiction pour protéger la princesse et la famille royale. Ça va l'amener finalement en compagnie de sa rivale principale sur une terre qu'il connaît bien, qu'il a lui-même arpentée et qui fait partie du domaine des esprits. On va apprendre pas mal de choses sur son passé et sur comment sont traités de manière générale les esprits dans ce monde. Spoiler alerte, pas très bien, surtout ceux qui sont asservis par des esprits plus grands. C'est un récit que j'ai bien aimé. Je crois que j'avais trouvé ça quand même un peu long au démarrage, mais ensuite ça m'avait plutôt plu. Après là, ça fait quand même déjà 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai lu, et je dois dire que j'ai pas une hyper grande mémoire de ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est pas un récit qui m'a tant marqué que ça. Ensuite, j'avais lu La Cour des Ombres par Marion Lecomte, c'est aux éditions Kiwi. Celui-ci, il m'avait fait très envie par les retours que j'avais vus, et le pitch me tentait bien, puisqu'en gros le pitch c'est que ça se passe à l'époque, je crois, de Louis XIV, en tout cas à l'époque de la cour à Versailles, et les dieux de l'Olympe décident gentiment d'aller squatter tout ça et truster le pouvoir, parce qu'ils trouvent que Versailles ça a quand même l'air cool, et que ça leur permet aussi de continuer à se faire aimer par les humains, et du coup de renforcer leur pouvoir, et puis globalement je pense aussi un petit peu parce que ça les amuse. Voilà. Donc on suit tout ça, c'est un récit que j'ai bien apprécié. Alors pareil, j'ai eu quand même un petit peu de mal avec le début. Au début j'étais pas forcément hyper dedans, j'étais pas forcément hyper convaincue. Pour le coup c'est pas tellement que je trouvais ça long à intégrer, c'est juste que ouais, le début m'a pas plus emballé que ça.
Mais ensuite ça m'a vraiment bien plu, surtout toute la partie avec Apollon qui est à la cour. Et ensuite quand Apollon part, on a quelque chose de plus ténébreux puisque c'est Hadès et Perséphone prendre les places de roi et reine. C'est un récit du coup que j'ai bien apprécié, mais c'est vrai qu'il y a certains points qui m'avaient peut-être plus plu que d'autres. Après je trouvais que le combo mythologie et Versailles était quand même assez chouette. Ensuite, j'avais également lu Lupus in Fabula par Jérôme Accouche. Celui-ci, c'est aux éditions du Chat Noir. C'est un titre qui me faisait bien envie. J'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner, en sachant que j'en savais pas forcément grand-chose. On est ici sur un récit qui se passe durant l'entre-deux-guerres, principalement en France. Avec cet entre-deux-guerres et le contexte de post-Première Guerre mondiale, avec des gueules cassées, et puis de Seconde Guerre mondiale qui se prépare, avec donc, du coup la montée du nazisme, les expériences scientifiques douteuses, etc. On va mélanger ça avec les contes. Et du coup, on va se retrouver avec un sérum qui permet aux humains d'être modifiés et d'acquérir des capacités et des caractéristiques animales. Et ça va être le cas du coup de notre personnage principal qui s'appelle Wolf, puisque du coup il est mi-loup. En gros, ils sont physiquement comme des animaux, mais ils gardent toutes leurs capacités normales, sauf que tout ça est assez instable et qu'ils risquent à tout moment de devenir clairement juste des animaux assoiffés de sang et sans discernement humain. Donc voilà, du coup on suit un petit peu tout ça, on a toute une histoire un petit peu d'enquête, il y a pas mal de trahisons et d'espionnage qui sont amenés par l'époque politique et historique dans laquelle ça se situe. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, mais après c'est un récit dans lequel j'ai jamais réussi à complètement plonger, parce que je vois pas spécialement le truc qui aurait coincé, si ce n'est peut-être certains éléments un petit peu trop classiques dès qu'on fait appel au nazisme. Globalement, c'est un titre que j'ai quand même trouvé intéressant, je suis contente de l'avoir découvert. Après ça, j'ai lu Les temps ultramodernes par Laurent Genefort. C'était pas forcément une bonne idée d'enchaîner les deux, puisque je ne savais pas, mais on a quand même des points communs entre les deux récits. Les temps ultramodernes, ça se passe dans un futur dans lequel il y a eu de grosses avancées technologiques et notamment une liaison avec Mars. Les Martiens sont en fait des créatures mises dans des laboratoires et dans des zoos qu'on observe mais qui ne sont pas forcément très considérées. Dans cet univers-là, nous on a pas mal de personnages différents qu'on va suivre, ce qui rend le récit franchement hyper intéressant, mais aussi un petit peu compliqué à intégrer au départ. Et parmi tous ces personnages, on a une jeune institutrice qui part à Paris pour trouver un nouveau travail. On a également une journaliste, on a un ancien médecin qui a fait des choses assez sombres. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage que ce personnage soit décrit de manière aussi cliché et aussi caractéristique. Et globalement, il est gros, il est moche, il pue, voilà, il a tous les défauts du monde, en plus d'être profondément un sale type. Et donc dans tout ça, nous on a cette jeune institutrice qui va recueillir un martien blessé et donc échappé d'un zoo chez elle, qui va gentiment le cacher. Et puis ensuite se monte toute une mission de préparation pour aller sur Mars. On suit également toute cette partie-là. Cette partie-là, on va dire que c'est le milieu du récit. On a donc le début où on apprend à connaître un petit peu tout le monde. Ensuite, on a le milieu avec la préparation pour aller sur Mars, une enquête journalistique et la jeune femme qui recueille son martien chez elle. Et cette partie-là, c'est vraiment la partie que j'ai préférée et de très loin. Cette partie-là m'a franchement plu. Malheureusement, le avant et le après un peu moins, puisqu'ensuite, une fois qu'ils sont sur Mars, je trouve qu'on retombe ici aussi sur quelque chose d'assez cliché. Un traitement qui est fait des martiens, qui n'est pas sans rappeler justement l'époque nazie. L'enchaînement des deux était un petit peu dommage, pour lesquels on retrouve un peu des stéréotypes de ce qu'on prend de ces époques-là pour les mettre dans des récits de fiction et notamment d'imaginaire. J'ai également lu Chien 51 par Laurent Godet. Celui-ci, je l'ai lu en version audio. C'est pas forcément un récit qui me faisait plus que ça envie. Hors du clip, c'est un récit que je n'aurais pas découvert, contrairement aux autres qui m'avaient quand même intriguée. Voilà, le clip, c'était une occasion, on va dire, pour les lire. C'est disponible en audio, donc voilà. On est ici sur un récit post-apocalyptique. Laurent Godet, c'est un auteur qui fait des récits plutôt contemporains habituellement. Il a aussi fait des récits un peu côté développement personnel, ce genre de choses. Je sais pas s'il a écrit d'autres titres de post-apo parce qu'il a écrit énormément de livres et que clairement je ne connais pas assez pour vous dire ça.
Mais en tout cas, Chien 51, j'ai trouvé que c'était un récit post-apocalyptique peut-être un petit peu trop classique. L'Europe, etc., tout ça, ça s'est effondré. Les krachs boursiers ont été énormes, et tout a été racheté, etc. Et donc maintenant, l'humanité est globalement découpée en castes qui vivent dans des quartiers différents. Il n'y a pas spécialement d'élévation sociale possible, en tout cas c'est très compliqué. Et du coup, nous on suit des personnages qui vont essayer justement de passer ces barrières sociales. Et on suit un personnage qui est un chien. Ce qu'on appelle un chien, c'est un policier. On les appelle des chiens parce que c'est vraiment l'homme à tout faire de la police. C'est pas les enquêteurs prestigieux ni les commissaires, etc. Donc nous, on a cet homme-là qui a donc toute une histoire préalable, qui se retrouve à être chien dans un monde du coup dans lequel il y a des castes qui sont très importantes. Il y a énormément de violence qui est complètement banalisée et également énormément de corruption. Il se retrouve à enquêter sur une enquête qui le dépasse un petit peu, qui fait appel à quelque chose de plus grand que lui, et du coup à être en partenariat, à être lié, je sais plus comment ils appellent ça, avec une femme qui elle-même est policière, mais d'un grade plus élevé puisqu'elle est également d'une caste, c'est pas des castes mais c'est un peu l'idée. C'est un récit dans lequel il y avait quand même des choses intéressantes, j'avais quand même envie de savoir ce qui allait se passer, mais pour autant j'étais pas spécialement tellement attachée à eux, et je trouve d'ailleurs que les personnages qui sont assez froids et antipathiques, qui n'ont pas spécialement l'air d'avoir des émotions, se mettent un petit peu trop soudainement à ressentir justement des émotions et à devenir humains, et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop soudain. Nous on replonge dans leurs souvenirs, mais je sais pas forcément si eux replongent dans leurs souvenirs en même temps et que c'est ça qui les fait devenir plus humains. Après ça, j'ai également lu Grain de sable par Louise Roulier aux éditions Critiques. C'est un roman de fantasy et c'était mon préféré, c'était mon chouchou numéro 1 d'assez loin parmi cette sélection. Donc Grain de sable, c'est un récit de fantasy, comme je vous disais, dans lequel on suit l'histoire de Lydia. Lydia, c'est une jeune fille qui a vu son père, qui était un mage très prometteur et très aimé, mourir bêtement d'une erreur sur un tournoi de magie. Et donc voilà, il a fait un sort qui a échoué et ça s'est retourné contre lui. Il est mort sur place devant tout le monde, devant la foule et devant donc sa famille et ses enfants. Suite à ça, leur vie devient vraiment catastrophique et de pire en pire, et elle décide finalement de se lancer, d'après des légendes qu'elle connaît, à la quête d'un moyen de réécrire l'histoire pour que son père ne meure pas durant le combat, et du coup changer toute la suite, sauf qu'effectivement ça change les choses, pas juste pour son père et sa famille, mais ça change les choses de manière assez drastique et assez globale. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que même si au départ on est vraiment sur Lydia qui admire énormément son père, qui devient elle à son tour une magicienne, etc., finalement tout ça va un peu se casser la gueule parce qu'elle va se rendre compte en faisant revivre son père, peut-être que c'était pas la meilleure idée. C'était franchement chouette, j'ai vraiment bien aimé ça, et je trouve que justement ce système de magie complètement différent de ce qu'on connaît, avec donc une magie qui consiste à réécrire et à changer l'histoire, forcément ça amène tout un tas de schémas narratifs différents, toute une superposition d'histoires entre les différents possibles. J'ai vraiment du coup beaucoup aimé Grain de sable, et c'était un one-shot. D'ailleurs, tous les récits dont je vous ai parlé là, ce sont des one-shots. Et puis juste avant le vote, j'ai également commencé Les flibustiers de la mer chimique. J'ai toujours envie de dire alchimique. C'est publié chez Albin Michel, c'est un titre que j'ai reçu de leur part et c'est toujours une de mes lectures en cours / en pause. C'est un récit, donc j'ai lu seulement une 50aine de pages pour l'instant, et du coup on est sur une sorte de vaisseau pirate et de personnes qui se retrouvent à monter sur ce vaisseau pirate parce qu'ils ont le choix entre ça et mourir, qui arpentent du coup une mer chimique qui a été complètement polluée et contaminée. Pour l'instant j'en sais pas beaucoup plus, c'est un récit à l'écriture quand même très 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 particulière, il y a beaucoup d'humour dedans, mais c'est vraiment, c'est quand même assez spécial comme titre. Je vais lui redonner sa chance et je vais continuer un petit peu à le lire, mais je verrai si j'accroche ou pas et si je le poursuis ou pas. Du coup, au moment du vote, j'avais donc lu 7 titres, j'en avais commencé un 8e, et j'ai décidé de voter donc pour 4 romans que j'ai lus et un roman que je n'ai pas lu, puisque du coup j'ai décidé de voter donc bien entendu pour Grain de sable, et j'ai également voté pour Le Chant des géants, L'héritage de l'esprit roi et La cour des ombres, qui sont les 3 récits qui m'ont le plus plu. Et du coup le dernier pour lequel j'ai voté, c'était Le sang des parangons de Pierre Grimbert, qui était un roman de fantasy adulte qui me faisait super envie. J'ai pas eu l'occasion de le lire. Si j'avais vraiment eu du temps pour lire plus, j'aurais également lu Quand vient la horde de Aurélie Long chez Scrinéo. Et puis ensuite en sélection, on va dire secondaire, il y avait Le journal intime d'un dieu omniscient qui avait l'air assez spécial mais intéressant, Le reflet brisé,
De Profondis, également le résumé me tentait bien, et puis L'épée, la famine et la peste par Aurélie Wallenstein, en sachant que celui-ci ne faisait pas partie de mes priorités, tout simplement parce qu'Aurélie Wallenstein a déjà gagné le prix. Finalement, les 5 finalistes, je n'en avais qu'un seul en commun, et il s'agit du coup du Chant des géants, qui n'est donc, je pense, pas le livre pour lequel je vais voter. J'espère trouver un livre qui me plaise davantage parce que c'est un livre que j'ai bien aimé, mais on peut mieux faire. Donc L'épée, la famine et la peste, Le chant des Nuing, Alfie qui est également de la SF, et puis Le reflet brisé, donc qui est une réécriture de conte. Le chant des Nuing me fait un petit peu peur parce que c'est de la SF et qu'il est assez costaud. Alfie me tentait pas forcément plus que ça. J'ai vu de très bons retours dessus, mais c'est juste que le résumé m'attirait pas spécialement. Je les lirai, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, on va pouvoir passer au côté jeunesse et young adulte. De ce côté-là, j'en avais lu un petit peu plus avant le vote, mais j'en ai lu moins pendant la phase de sélection. Tout d'abord, j'avais donc lu Les Sœurs Hiver par Jolane C. Bertrand. On est sur un récit qui est publié à l'École des loisirs, qui a destination vraiment jeunesse à partir de 9 ans. On est sur un titre qui du coup est illustré, le travail éditorial est absolument génial et fantastique. On est ici sur un récit de mythologie nordique qui parle finalement beaucoup d'acceptation, de diversité et aussi de dépression, puisqu'on a l'histoire d'un jeune garçon qui va se lancer à la recherche de la petite hiver, puisque la petite hiver a disparu et il ne reste que la grande hiver. La grande hiver, c'est le froid glacial, triste, etc. Et la petite hiver, c'est le côté joyeux de l'hiver avec les fêtes de Noël, les batailles de boules de neige et compagnie. L'histoire, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'avais trouvé très touchant, qui m'avait beaucoup plu lors de ma lecture. D'ailleurs, il était dans mon top 15 de l'année 2022, donc je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'avais également lu Bruxelles par Éléonore de Villepoix. Alors, Éléonore de Villepoix, moi j'avais vraiment adoré La ville sans vent. D'ailleurs, c'était pour lui que j'avais voté comme finaliste. Il n'avait pas gagné. J'avais envie de découvrir Bruxelles. J'ai mis assez longtemps à comprendre le jeu de mots entre Bruxelles et Bruxelles. Bruxelles, la ville, un récit qui se passe à Bruxelles dans lequel on suit les oiseaux de la ville et tous les complots qui vont devoir déjouer entre les oiseaux, puisqu'il y a une espèce d'oiseau qui se fait bouffer les œufs et on essaie de savoir de qui ça vient. On accuse les perruches puisque ce sont de nouvelles arrivées depuis qu'elles se sont échappées, je crois, d'un zoo, groupe d'oiseaux avec un pigeon, un rouge-gorge et une corneille qui se lance dans l'enquête pour essayer de découvrir tout ça. C'est un récit qui est super mignon, qui est vraiment super chouette. On découvre vraiment la ville complètement autrement, du point de vue, dans la peau, dans la vie des oiseaux. C'est un récit que j'avais trouvé vraiment très chouette, vraiment très sympa. Ensuite, j'avais également lu Mémoire de la forêt par Michael Brun-Arnaud, qui est lui aussi publié chez l'École des loisirs dans leur collection neuve, comme Les Sœurs Hiver. On est ici sur un récit qui a énormément fait parler de lui. Je ne serais pas très étonnée que ce soit lui qui gagne du fait de sa popularité. Et on est ici sur un récit dans lequel on a un renard qui est un libraire qui en fait collectionne les histoires de tout le monde, et une taupe va venir chez lui pour lui demander de lui vendre, de récupérer en tout cas l'histoire de sa propre vie, sauf que le renard ne l'a plus depuis quelques temps, depuis pas très longtemps, et du coup il va se lancer avec la taupe à la recherche de son livre, et finalement son livre c'est un peu son carnet et c'est l'histoire de sa vie, et on va comprendre assez vite que cette petite taupe souffre de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment une plongée dans les souvenirs, c'est un récit qui est très mélancolique, qui est très doux, qui est vraiment très mignon, et j'ai beaucoup aimé ce récit. Après j'avais également lu Le musée galactique des choses disparues. On est ici sur un récit de SF dans lequel on a toute une colonie qui est partie dans l'espace et plus ou moins différentes castes, en tout cas différents niveaux sociaux. On suit deux personnages, un personnage qui est issu plutôt des bas-fonds et une fille qui est issue de la catégorie la plus haute, puisque ses parents sont deux personnes très importantes. Sa mère surtout en fait est quelqu'un de très très important. Au monde-là, tout le monde est évalué avec un capital de points. Elle a déjà un capital de points qui est énorme. Et l'idée, c'est que si on meurt avec un capital de points très élevé, on garde plus ou moins notre âme dans un musée, et après les gens peuvent venir la consulter et lui parler, notamment les gens de notre famille. Et du coup, nous, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui fait plutôt partie des bas-fonds et qui essaye de rentrer en contact avec quelqu'un sur le marché noir pour voir, réécouter, reparler avec sa sœur qui est morte. C'est une histoire qui malheureusement souffre quand même de quelques clichés. Si vous avez déjà lu de la SF, je pense qu'avec ce résumé, il y a certaines choses que vous pouvez imaginer et dont une partie seront probablement vraies. J'ai quand même passé un peu de temps dessus, je m'attendais à plus le dévorer, à
été un peu plus captivée dedans. J'ai lu Into the Deep par Sophie Crisel. C'est un titre qui me faisait vraiment bien envie parce que j'aime bien tout ce qui est univers marin. Alors, je tiens à préciser que c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, mais qui pour ma part, de mon point de vue, en fait, n'a vraiment pas sa place en littérature jeunesse et young adulte, qui devrait tout simplement être en littérature adulte. Ce qu'il y a, c'est que c'est publié chez Snag. En pratique, Snag, ce sont pas mal de romans qui sont un petit peu à la frontière entre young adulte et adulte, sauf que voilà, leurs récits sont classés éditorialement parlant en young adulte. Les personnages sont des adultes qui travaillent. C'est l'histoire d'un homme qui est un chercheur qui est parti dans le Pacifique, aux alentours de la fosse des Mariannes. Il a grandi sur place. Son père est un chercheur très célèbre et très peu sympathique. Lors d'une expédition en bateau, croiser une créature qui semble un peu humanoïde, qui n'est pas vraiment une sirène, mais une sorte de créature abyssale. Et il va se retrouver complètement fasciné par cette créature. Il va absolument tout faire pour essayer de la retrouver, pour essayer finalement de la capturer pour pouvoir l'analyser. Dans son équipe, il a avec lui une femme dont j'ai oublié la profession, mais qui s'occupe de tout ce qui est du côté animal, etc., de la diversité. Et ce personnage-là, féminin, c'est un peu le seul personnage sympathique du récit. Puisque globalement, comme je disais, on est sur des personnages adultes qui clairement sont essentiellement pleins d'ambition, qui ont très envie de faire des recherches, de devenir célèbres pour leurs trouvailles et qui n'ont pas d'autres grands intérêts dans la vie à part ça. Ça en fait des personnages qui sont assez détestables, ce qui pour ma part m'a pas forcément gênée à la lecture, à part dans certains passages et notamment dans leur relation humaine et dans la relation du personnage principal avec Ophélie, du coup la fameuse jeune femme. Pour terminer, avant le vote, j'ai également lu Tidiri par Alexiane de Lys. Alexiane de Lys, c'est une autrice que pour ma part j'ai déjà pas mal lu. J'ai lu à peu près tous ses écrits sauf un tome 2. Et je dois dire que je trouvais qu'il y avait certains schémas qui commençaient un petit peu trop à se répéter, donc j'attendais un petit peu de voir ce que ça allait donner avec Tidiri. Et je suis franchement contente parce que effectivement elle s'est pas mal renouvelée ici. Tidiri, on est sur un récit qui ressemble à de la fantasy. On va comprendre en fait qu'il s'agit de la SF, que ce sont des personnages qui viennent de notre monde classique. Mais voilà, sinon globalement dans l'idée ça pourrait un peu ressembler à de la fantasy, puisque donc dans l'univers de Tidiri, tout le monde vit sous un dôme. Et ce dôme les protège de tout l'extérieur, de toute la nature qui est particulièrement hostile, que ce soit les plantes d'ailleurs ou les animaux. Globalement, à peu près tout cherche à tuer les humains. Voilà. Du coup, Tidiri fait partie des très rares personnes qui sont des chasseurs, qui sont donc autorisés à sortir du dôme pour pouvoir apporter notamment de la viande, puisqu'il y a quand même quelques espèces qu'on peut chasser. Et c'est ce qui lui permet du coup de pouvoir vivre un petit peu à l'écart des autres, et ça l'intéresse particulièrement parce que Tidiri est albinos. Et du coup, elle est de toute façon mise à l'écart du groupe. Elle vit dans ce monde-là avec son petit frère et sa grand-mère, je crois. Et en fait, Tidiri va finir par se faire capturer gentiment par un ennemi. Alors, ce que j'ai aimé avec ce récit-là, c'est qu'on ne part pas sur un récit trop classique, il n'y a pas spécialement de stéréotypes, dans le sens où il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de triangle amoureux. Enfin voilà, on est sur un récit qui est, je trouve, assez intéressant. On garde vraiment l'écriture assez humoristique et le ton un petit peu piquant des personnages, qui se laissent pas trop marcher sur les pieds, mais avec une héroïne qui est quand même beaucoup moins insupportable, en tout cas moins agaçante que les précédentes héroïnes d'Alexiane de Lys. Et c'est un titre que pour ma part j'ai bien apprécié. C'est une duologie, le tome 2 sortira l'année prochaine, il est déjà sorti en avant-première sur certains salons, etc. Donc voilà, c'est un univers qui est vraiment très riche, très foisonnant, verdoyant, etc. C'est franchement agréable à suivre et à découvrir. Le seul vrai point négatif que j'aurais à faire à ce récit, c'est par rapport justement au personnage de Tidiri et par rapport à son albinisme. Finalement, on nous explique que, dans le récit, on explique un petit peu que oui, elle est albinos et que du coup, ça lui pose des soucis au niveau de la vue, sauf qu'en pratique, c'est pas du tout quelque chose qui se retranscrit dans le récit. Elle est une excellente chasseuse. Elle tire très bien à l'arc, etc. C'est mentionné en fait une ou deux fois comme quoi c'est des choses qui peuvent la gêner, mais ça se retranscrit pas dans le corps du récit et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que ça manque peut-être d'une relecture par quelqu'un de concerné. Du coup, pour ce qui était du vote de mes 5 finalistes, de ce côté-là, j'ai voté pour 5 livres que j'avais lus. J'ai voté donc pour Les Sœurs Hiver, Bruxelles, Mémoire de la forêt,
Tijiri et donc Into the Deep, même si, comme je vous l'ai dit, c'est un récit qui, pour ma part, n'a pas vraiment sa place dans une sélection jeunesse ou adulte. Du côté des 25, il y en a pas mal qui me faisaient envie et que j'ai pas eu le temps de lire. J'avais bien envie de lire surtout Adriel par Léo MX dans La Cité électrique, donc le cercle des veilleurs. Et j'avais également envie de découvrir Une armée à moi seule par Anthony de Combrexel aux éditions 404, puisqu'en plus c'est un titre que j'ai en version physique, sauf qu'il est assez gros et j'ai pas eu le temps de le lire. Après, en un peu plus secondaire, il y avait les 3 titres chez Gulfstream, donc Le Parfum de l'impératrice, Le crépuscule des urmes et Le dernier lion d'Albâtre, qui étaient 3 titres qui me faisaient plutôt envie. Même si Le dernier lion d'Albâtre est énorme. Un peu comme tout à l'heure avec Aurélie Feinstein, j'avais aussi assez envie de découvrir La princesse sans visage, mais c'est Dariel Holt qui a déjà gagné donc la première édition du clip. De ce côté-là, j'ai été un petit peu plus forte que du côté adulte, puisque je n'ai pas un mais 2 titres en commun avec la sélection, en sachant donc que ces dernières années, je pense que je tournais toujours au moins à 3 titres en commun. Les 5 finalistes, c'est Mémoire de la forêt, j'avais absolument aucun doute de ce côté-là. Il y a également Tijiri, donc je suis assez contente aussi. Et puis les 3 autres que je n'ai donc pas lus, il s'agit de Sistra, qui me faisait pas forcément plus envie que ça. L'Empire des femmes, pareil, j'ai vu de bons retours, mais j'ai peur que ce soit quelque chose d'un petit peu trop classique dans le young adulte. Et puis le dernier, du coup, c'est donc La princesse sans visage d'Ariel Holt, qui me fait plutôt envie, mais j'aimerais bien, je préférerais que ce soit quelqu'un qui n'ait jamais gagné le PLIB, qui le remporte. J'ai jamais eu des votes aussi différents de la sélection finale, mais bon, écoutez, ça me fera des livres à découvrir. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que quand je serai arrivée ici dans le montage, je serai super contente parce que j'ai bégayé et je me suis reprise pendant toute la vidéo au moment de filmer. Donc à mon avis, ça va être génial à monter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!